Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aux informations. Les titres. La tension diplomatique entre le Mali et la France reste vive. Les deux pays ont suspendu la délivrance des visas, une nouvelle situation auquel doivent désormais s'adapter les ressortissants des deux pays. Le Mali dispose désormais d'un nouveau code minier. Avec ce code, beaucoup de choses vont changer, surtout à l'avantage de l'État et des communautés. Les détails dans cette édition. Comme Bamako, la flambée des prix des produits est constatée dans plusieurs régions du pays. Vous en saurez plus dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux informations. Je vous le disais à l'instant, la tension diplomatique entre le Mali et la France a connu ce jeudi un nouveau regain avec la suspension de délivrance des visas. Une nouvelle situation auquel les ressortissants des deux pays doivent désormais s'adapter. Alamako Diabaté nous en parle. Le premier coup est venu de Paris. En effet, dans une publication en début de semaine, la France a placé tout le Mali en zone rouge, formellement déconseillé aux voyageurs avant de suspendre la délivrance du visa aux ressortissants maliens. La réaction du gouvernement malien ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué diffusé ce mercredi soir, le ministre des Affaires étrangères a appliqué la réciprocité en suspendant la délivrance du visa d'entrée au Mali aux ressortissants français. La mesure est diversement appréciée par les ressortissants des deux pays. À eux de s'adapter à la nouvelle situation qui marque un nouveau regain des tensions entre les deux pays dont les relations diplomatiques se sont fortement détériorées les 2 dernières années, marquées par la fin des accords de défense, le départ des forces françaises et la suspension des aides françaises au développement. À l'instar des autres pays de l'Union africaine, le Mali a célébré ce jeudi 10 août 2023 la journée africaine de la décentralisation et du développement local. Il s'agit à travers cette célébration de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. La cérémonie a vu la présence du représentant du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, du directeur général des collectivités territoriales et du président de l'Association des municipalités. Le compte-rendu est signé Roselyne Sebio Lolomadi Bati. Placé sous le thème « La contribution des collectivités sous-nationales et locales d'Afrique au développement de la zone de libre-échange continentale africaine », cette journée a pour but de contribuer à la réflexion et à la mobilisation des acteurs de la décentralisation et du développement local en vue de la réalisation efficace des aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le thème de la journée, la contribution des collectivités territoriales au développement de la zone de libre-échange continentale africaine est d'actualité. Il urge que les acteurs publics et privés se l'approprient pour permettre à notre pays, à travers ses opérateurs économiques et ses collectivités territoriales, d'en tirer le meilleur profit dans l'intérêt de nos populations. Au cours de cette activité, le président de l'Association des municipalités a rappelé les efforts déjà engagés par les municipalités dans le domaine du développement économique et incité les populations à agir pour leur territoire. L'Association des municipalités est un terrain connu avec ces thèmes qui nous réunissent aujourd'hui pour avoir depuis plusieurs années développé différentes actions dans le domaine du développement économique en général, c'est de la coopération au développement des territoires en particulier. En tant qu'élus locaux, nous devons faire preuve d'initiative dans la création de richesses et d'opportunités. Nos territoires ne doivent plus être seulement des réceptacles de projets de développement, mais désormais en être l'initiateur à travers un processus de promotion de l'attractivité territoriale que l'Association des municipalités a déjà expérimenté dans la région de Sikasso. À noter que la célébration de cette journée constitue un engagement des États membres de l'Union africaine à promouvoir les valeurs et les principes de décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local en Afrique comme préalable à l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des peuples du continent.
Le Centre d'assistance et de promotion des droits humains a procédé au lancement officiel du projet Legal Assistance for Women LAO 2. L'activité a pour objectif de favoriser l'appropriation et la mise en œuvre du projet en procédant à son exhibition en présence des principaux acteurs. C'était ce jeudi dans un hôtel de la place. Compte rendu, Adam Tangara, Zakaria Oumar Keita. Financé par l'ONU Femmes, Legal Assistance for Women Phase 2 est un programme initié et mis en œuvre par le Centre d'assistance et de promotion des droits humains CAPDH avec pour objectif d'améliorer l'accès des communautés, en particulier les personnes vulnérables à la justice au Mali. Il y a un certain nombre d'activités qui sont prévues. Il y a d'abord des activités de renforcement des capacités à l'adresse des organisations de la société civile, à l'adresse des femmes, des jeunes, à l'adresse des acteurs de la chaîne pénale. Il y a également une activité qu'on appelle sciences de sensibilisation à l'adresse des communautés. Le directeur général adjoint des affaires judiciaires et des Sceaux a salué le CAPDH pour son engagement à rendre le droit accessible aux couches vulnérables dans le contexte de crise que traverse notre pays. Je voudrais aussi saisir cette belle occasion pour saluer et remercier chaleureusement notre partenaire traditionnel, le Centre d'assistance et de promotion des droits humains, CAPDH, pour ses multiples actions à l'adresse des femmes et des filles. En effet, nous traversons une période fragile, marquée par un contexte sécuritaire difficile. Et cette situation favorise malheureusement la recrudescence de la violence et des atteintes aux droits humains auxquelles sont exposées les couches vulnérables, particulièrement les femmes et les filles. Ce déficit doit être comblé à travers de larges campagnes de formation, d'information et de sensibilisation des femmes et des filles sur les droits de l'homme et les modes de saisine des juridictions nationales. Créé en 2008, le CAPDH est une association de droits maliens et apolitiques avec pour mission de promouvoir au Mali les droits humains, la culture de la paix et de la citoyenneté et aider les victimes à défendre et à jouir de leurs droits. La cérémonie a été marquée par des prestations d'artistes. En partenariat avec Save Children, la coordination de l'action promotion des jeunes et enfants communicateurs a organisé ce jeudi 10 août à la Cité des enfants un atelier national des organisations d'enfants et de jeunes pour l'élaboration de plans d'action national pour la promotion et la protection des droits des enfants. L'objectif de cet atelier est de favoriser et encourager la participation des enfants et des jeunes dans les médias pour la promotion et la protection de leurs droits et devoirs. Le compte-rendu est signé à Wassanogo Matala Ouattara. Durant 2 jours, une cinquantaine de participants venus de plusieurs régions du Mali échangeront sur les questions des droits des enfants dans le but de dégager un plan d'action national pour la promotion et la protection des droits des enfants. L'APGEC a décidé de faire une cartographie. À la suite de cette cartographie qui regroupe les organisations d'enfants et de jeunes, nous avons jugé nécessaire maintenant d'appeler ces organisations pour les réunir et pour travailler sur un plan d'action commun. Ce plan d'action sera un tremplin pour pouvoir faire une vaste campagne de plaidoyer pour l'amélioration des conditions de vie des enfants du Mali. Le chef de projet de l'APGEC a salué l'engagement de ses partenaires avant de les inviter à s'unir davantage pour l'amélioration des conditions de vie et des droits des enfants du Mali. Nous remercions Save Children International ainsi que tous les partenaires au niveau national qui travaillent sur le projet SIDA CSO, mais aussi nous lançons un appel pour que ces organisations puissent encore s'unir. Parce que nous avons invité quelques organisations, nous n'avons pas pu inviter toutes les organisations. Donc je pense que c'est une base sur laquelle on peut tous s'unir pour pouvoir faire que toutes les organisations s'unissent pour pouvoir donner plus d'impact à la question de promotion et protection des droits de l'enfant au Mali. Présent à la cérémonie d'ouverture de cet atelier, le chef de division de la promotion de l'enfant et de la famille s'est réjoui de cette initiative de la coordination de l'APGEC. Ces projets innovants ne peut être soutenu et encouragé par les plus hautes autorités maliennes en général, mais particulièrement par le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, à travers la DNPF, la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille. J'ose croire que les objectifs fixés pour cette rencontre seront atteints
Ainsi, j'invite tous les participants à une participation active. Créée en 2013, l'APGEC intervient dans plusieurs régions du Mali. Il a pour mission de promouvoir et défendre le droit et l'épanouissement des enfants à travers la sensibilisation et le plaidoyer. Le Mali s'est doté d'un nouveau code minier. Avec ces nouveaux textes, l'État malien espère engager 500 milliards de francs CFA de ressources additionnelles au budget de l'État. En somme, qu'est-ce qui change dans le nouveau texte? Élément de réponse avec Gabriel Keita. Ce nouveau texte adopté par le CNT, Conseil national de transition, l'objectif vise l'amélioration des conditions de vie des populations à travers sa contribution au développement durable du pays. Il comporte plusieurs changements. Il s'agit entre autres de la création de fonds pour le développement local, l'incitation des banques primaires à financer et à accompagner le secteur minier et l'accélération de l'opérationnalisation de l'école régionale des mines. Ce 7e code minier prévoit aussi la suppression totale des exonérations en phase d'exploitation. Le nouveau texte prévoit aussi de découper les conventions minières. Les titres de recherche sont délivrés pour une durée maximale de 9 ans et les permis d'exploitation des grandes mines pour 12 ans, mais peuvent être renouvelés. L'autre point important de la suppression des exonérations sur le carburant octroyé aux mines pendant l'exploitation. Elles ne seront maintenues que durant les années de prospection. Les mines se voient par ailleurs obligées de contribuer à hauteur de 0,75% de leur chiffre d'affaires trimestriel à un fonds minier pour le développement local. Une structure prévue dans le précédent texte mais qui n'a jamais été fonctionnelle. Le nouveau code minier est renforcé par une innovation autour du concept de contenu local pour améliorer les profits des entreprises et des travailleurs maliens du secteur. En conclusion, le nouveau code minier met en place le cadre pour l'amélioration de l'apport des mines au développement du Mali et à l'épanouissement des entreprises locales, au dernier d'être à la hauteur des ambitions affichées. Également annoncé dans le titre, la flambée des prix ne concerne pas seulement la ville de Bamako. Dans plusieurs localités du pays, on constate une augmentation des prix de plusieurs produits de large consommation. Voyons à présent le cas de quelques régions avec Studio Tamani, commenté par Fatmata Labastouri. Nous commençons ce tour d'horizon à Caille, où le prix du charbon est en hausse en cette période d'hivernage. Le sac vendu à 2500 francs CFA il y a quelques mois est cédé aujourd'hui à 2500 francs CFA. Cette situation s'explique en grande partie par la saison des pluies, selon les revendeurs. Les ménagères s'inquiètent et demandent aux autorités de trouver une solution. À Koulikoro, le prix du ciment est en hausse. Le prix de la tonne de ciment aussi actuellement à Koulikoro entre 112 000 et 115 000 francs CFA contre 110 000 francs CFA il y a un mois. Cette augmentation s'explique, selon les commerçants, par une forte croissance actuelle de la demande. Pendant ce temps, le prix du chargement du sable varie entre 22 500 et 160 000 francs CFA selon le tonnage des camions, contre 20 000 et 150 000 francs CFA le mois passé. Le prix de l'oignon connaît actuellement une augmentation sur les marchés de la commune urbaine de Sikasso. Le prix du kilogramme est passé de 150 francs CFA à 700 francs CFA, une situation insupportable pour les ménagères, alors que les revendeuses expliquent la situation par la rareté du produit sur le marché. À Sens, le prix de la baguette de pain connaît de nouveau une hausse depuis ce lundi. La baguette est actuellement vendue entre 125 et 150 francs CFA dans les boutiques. Pour l'instant, les boulangers n'ont donné aucun motif à cette flambée. Enfin, nous terminons à Gao, où le prix du kilogramme de viande est passé de 2500 à 3000 francs CFA cette semaine. Selon les bouchers, cette hausse du prix de la viande est due à la rareté et à la cherté du bétail. Exacerbée, les consommateurs dénoncent la mesure et demandent aux bouchers de revoir les prix. Direction Mopti, où les acteurs du projet de sécurité climatique étaient en conclave en vue d'une synergie d'action possible dans le cadre du processus de planification locale. C'était à la faveur d'une rencontre tenue dans les locaux de l'Agence de développement régional. Mise en œuvre dans la région de Mopti et de Bandiagara, le projet est soutenu financièrement par le système des Nations Unies à travers le PNUD. Moussa Traoré, Soumaïla Aya pour le compte-rendu.
Cette initiative vise à accompagner les acteurs locaux dans leur effort de restauration et de protection des ressources naturelles, de consolidation de la paix et d'adaptation au changement climatique, et cela dans la perspective d'un véritable développement durable inclusif. Dans ce programme veut quand même adresser des actions fortes sur le terrain en termes de gestion durable des ressources naturelles, en termes de prévention de conflits autour de ces ressources naturelles, mais aussi il y a des actions de planification communautaire dont nous voulons quand même aider les communautés des régions de Mopti et de Bandiagara dans leur planification et voir comment adresser des actions pour prendre en charge ces plans locaux de développement. Compte tenu de son importance, cette assise est appréciée à sa juste valeur par les autorités administratives régionales qui soulignent qu'elle sera d'un appui important aux actions déjà entreprises par le gouvernement du Mali. Ce matin, nous avons fait cet atelier en invitant tous ces partenaires qui sont sur cette thématique de partager un peu leurs zones d'intervention, de partager avec nous les activités, de partager avec nous un peu les synergies d'action possibles entre ces différents acteurs dans le cadre de la mise en œuvre de tout ce qui concerne un peu les questions liées à la sécurité climatique. L'augmentation de la température moyenne, la dégradation des terres et la désertification sont des connaissances que nous connaissons tous. C'est à ce titre que nous avons aujourd'hui, avec l'appui du partenaire, le PNUD, invité l'ensemble des intervenants à venir à cette rencontre d'échange et de coordination des actions, activités, des programmes et projets intervenant dans la sécurité climatique au niveau des régions de Mopti et de Bandiagara. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet de sécurité climatique qui vise à contribuer au renforcement de la gestion pacifique et inclusive des ressources naturelles et l'amélioration de la résilience des communautés grâce à des systèmes de subsistance durables et diversifiés au centre du Mali à travers des interventions multidimensionnelles au niveau communautaire et des collectivités. Après la marche pacifique du mercredi 9 août 2023 pour dénoncer l'insécurité dans la région de Bandiagara qui a fait 6 blessés dont un décès après la mort ce matin d'un manifestant évacué à l'hôpital Sominé Dolo de Mopti, les forces vives de Bandiagara ont annoncé la continuation des journées ville morte à Bandiagara. Cette décision concerne tous les services de la ville, excepté les services de santé, de l'EDMSA, de la SOMAGEP et du transport terrestre et aérien. Décédé le mercredi 9 août 2023 des suites d'une longue maladie, Yaya Koulibaly, dit Yaskoul, homme de médias, est accompagné ce jeudi 10 août 2023 à sa dernière demeure par des parents, amis et collaborateurs. Il repose désormais au cimetière de Ntabakoro à Tétébougou. Suivons à présent ces quelques témoignages sur l'homme. Yaya est un homme exceptionnel, un grand formateur, un journaliste hors pair. Yaskoul, je dois dire, c'est pratiquement au Mali l'un des jeunes les plus polyvalents que je connaisse. C'était un frère et un ami, comme je l'ai dit. Je n'ai pas vu Yaya dans un domaine où il n'a pas excellé. Yaya était strict. Il était strict pour le respect de l'éthique et de la déontologie journalistique. D'ailleurs, c'est ça qui montre souvent son caractère un peu direct. Chaque fois qu'il constate des dérapages déontologiques sur les réseaux sociaux, il y réagissait parce que c'est quelqu'un qui était attaché à ses fondamentaux du journalisme. Donc la presse malienne vient de perdre un grand baobab et j'en suis témoin. J'ai suivi beaucoup de ces formations qu'il a dispensées à l'endroit de nos collègues du jeune et à l'endroit d'autres anciens. Donc c'est pour vous dire que c'est toute la presse malienne qui va perdre. Mais on garde espoir parce qu'il y a le fruit de Yaya parmi la presse malienne et ce qui est sûr, nous allons maintenir les flambeaux. Yaya était un monument. Et lorsque un monument est en péril, il devient urgent pour toute une nation de se mobiliser. J'aurais aimé voir les plus hautes autorités de ce pays au chevet de ce malade. J'aurais voulu voir beaucoup plus de journalistes, j'aurais voulu voir beaucoup plus d'amis et pour qui connaît les qualités de l'homme, pour qui connaît le nombre de journalistes, le nombre de sportifs, le nombre d'élèves qu'il a eu à former. Et il a des enfants, il est parti.
Et aujourd'hui, le message, c'est vraiment rappeler à tous ces journalistes que Yaya laisse une famille à leur charge. L'enfant qui va naître après son décès, puisque sa femme attend, l'une de ses épouses attend un enfant, ne doit manquer de rien, puisqu'il y a à tout donner vraiment pour l'excellence, pour des journalistes bien formés. Donc je suis sûr et certain que ce message ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Ainsi va la vie d'Orampé Yaya Koulibaly. Fin de ce journal. Bonsoir.